même une modification importante de la façon d'aborder la politique des établissements. Du moins déjà, c'est une obligation de formalisation de cette politique, avec, sans remettre en cause les grands principes qui gouvernent la fonction publique française, en particulier l'existence du statut, la distinction entre l'emploi dans lequel un agent est affecté, le grade dont tout fonctionnaire est titulaire. Le législateur et le réglementateur ont entendu modifier, réformer le dialogue social, d'une part en réorganisant ces instances. Je pense que vous savez qu'on a fusion CTE-CHSCT avec la création des comités sociaux, qu'on a aussi la diminution du nombre de CAFP qui sont prévus, avec une modification des compétences des commissions administratives paritaires, une diminution des cas où elles vont intervenir, et à la place, on va définir donc des lignes directrices de gestion, afin quelque part de réorienter le dialogue social vers plus de stratégie et recentrer le rôle des instances représentatives du personnel, notamment des commissions administratives paritaires, sur un examen plus approfondi des situations individuelles et moins sur des situations générales. Donc, ces lignes directrices de gestion sont inhérentes et sont articulées avec la réforme, les modifications du dialogue social. Et derrière tout cela, il y a une volonté de transparence qui est affichée et qui transparaît à travers les dispositifs. Alors, la loi de transformation de la fonction publique, qui modifie notamment les trois titres, enfin les quatre titres, trois versants de la fonction publique, introduit dans chacun des versants l'obligation, notamment dans l'hospitalière, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, de définir, donc de rédiger, c'est une rédaction, c'est un document papier, déjà informatisé et papier, qui vont comporter ces lignes directrices de gestion. Dans chaque établissement, on devra écrire, définir ces lignes directrices de gestion qui seront arrêtées par l'autorité investie pour une nomination. Donc, chez vous, généralement, le directeur ou le directeur général. Ces lignes directrices de gestion qui fixeront quelque part les grandes priorités dans certaines matières. Alors, est-ce que ces lignes seront rigides? Est-ce qu'il faudra qu'on les suive à la lettre? Est-ce qu'il y aura une certaine souplesse? Alors, avant de revenir sur cette rigidité, simplement, je voudrais clarifier cette notion de ligne directrice de gestion. Je vais le répéter plusieurs fois. C'est essentiellement fixer un cap. Il est hors de question de construire un tableau structuré ou des critères structurés pour lesquels l'employeur public devront les suivre. Ces orientations, Nathalie, ne seront absolument pas rigides, elles ne vont pas être suivies à la lettre. L'objectif, c'est de définir un cap, de définir un cadre, mais on doit rester quand même dans la souplesse d'application. Je ferai référence à des jurisprudences du Conseil d'État, parce que cette notion de ligne directrice de gestion, elle n'est pas nouvelle. Elle existe déjà depuis longtemps dans la fonction publique. Simplement, ce qui est nouveau, c'est de l'appliquer aux stratégies de ressources humaines et à l'avancement dans la fonction publique. Donc, il y a quand même un objectif de transparence, c'est-à-dire qu'on va afficher donc ces grandes lignes, mais il ne faut pas qu'on soit enfermé dans ces lignes directrices de gestion. C'est un objectif de communication pour que les agents, notamment pour les décisions individuelles qui sont concernés par l'application de ces lignes directrices de gestion, puissent savoir quelles sont ces lignes, quels sont les critères qui ont été utilisés, mais il est hors de question de faire
quelque chose de totalement carré avec des critères carrés qu'on va appliquer sans avoir de liberté, de souplesse dans la mise en œuvre. Hein. Là-dedans, si on fait ça, on est dans ce qu'on appelle l'incompétence négative, hein, c'est-à-dire que l'administration refuse d'assumer ses responsabilités. Encore une fois, c'est une jurisprudence ancienne, hein, sur ces notions de ligne directrice de gestion, et c'est clairement indiqué dans la réglementation. Hein. Elles n'ont pas de caractère réglementaire et l'administration peut toujours s'en écarter. C'est ce que d'ailleurs a rappelé, hein, le Conseil d'État lorsqu'il a donné son avis sur le projet de loi de transformation de la fonction publique, cette notion de souplesse et l'exclusion du caractère impératif de ces lignes directrices de gestion. Et quelles sont les matières concernées? Alors, les lignes directrices de gestion dans la fonction publique hospitalière vont devoir être définies dans deux matières. La première, c'est la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. Vous y faisiez référence, Nathalie, par rapport à l'activité, l'offre ANFH que vous avez dans votre région Picardie, et ça peut tout à fait être adapté à la situation. L'idée ici, c'est de mettre par écrit une sorte de plan de prise en compte des modifications, soit des modifications de la structure de l'établissement, hein, création de GHT, prise en compte du projet médical d'établissement, fusion, mise en œuvre de direction commune, mais aussi des éléments structurels de l'établissement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, dire on veut avoir un objectif d'harmonisation de la pyramide des âges dans différentes filières pour améliorer la communication des compétences. On peut avoir des objectifs dedans sur la prise en compte justement de handicap, hein, un élément qui est quand même très important dans la loi de transformation de la fonction publique avec les décrets et loi d'habilitation. On peut aussi l'articuler avec les ordonnances qu'on attend sur la prévention des risques, l'entretien lié à la prévention des risques. Voilà, mettre un petit peu là-dedans le plan qu'on met en œuvre pour dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie de l'établissement, dans son fonctionnement et l'impact RH que ça va avoir. Le deuxième type de ligne directrice de gestion qu'il va falloir définir, et là, on va voir que c'est peut-être un peu plus délicat, c'est les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, notamment pour l'avancement au choix, uniquement au choix, que ce soit de la promotion interne ou que ce soit de l'avancement de grade. Alors je le répéterai, il n'est pas question ici de redéfinir, par exemple, les conditions de promouvabilité. Ça, ils sont définis par les statuts particuliers et je ne peux pas les modifier. Il n'est pas question non plus ici de déterminer, dans l'hospitalier en l'occurrence, les ratios qui vont être appliqués. Ça, on a les textes sur les ratios. Vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont été quasiment multipliés par 2 partout. Mais par contre, il s'agit notamment de déterminer les critères qui vont être utilisés pour classer les agents qui sont promouvables et derrière pour promouvoir ceux qu'on va estimer comme méritant d'être promus. Donc, ça sera nécessairement en lien avec la valeur professionnelle, je vais bien entendu y revenir. C'est formaliser les critères, communiquer ces critères auprès des agents pour qu'ils puissent savoir que, bien entendu, quels sont les critères qui ont été mis en œuvre. Ces critères, ces lignes directrices de gestion, hein, ces 2 lignes directrices de gestion, je ne suis pas obligé de rédiger 2 documents différents. Je peux faire un seul document mettant en œuvre l'ensemble de ces lignes directrices de gestion. Rien ne m'empêche aussi d'y réfléchir à un niveau extra-établissement. D'y réfléchir. Par contre, ça reste que
c'est le directeur d'établissement, c'est l'autorité détentrice du pouvoir de nomination qui va être compétent pour déterminer ces lignes directrices de gestion. Et les établissements que j'accompagne en ce moment sur ces questions-là, ils ne le font pas dans leur coin. Hein. Ils réfléchissent quand même, parce qu'un établissement, malgré tout, il s'inscrit dans un territoire. En effet, on pourrait avoir des problématiques de concurrence. J'ai eu une question hier sur cette problématique-là de concurrence entre établissements qui, je vous le rappelle, œuvrent tous pour le même service public. Et est-ce que ça veut dire que les employeurs publics vont devoir définir des règles qui seront appliquées, notamment en matière d'avancement? Est-ce qu'il y aura une grille de mise en œuvre? Alors, ce n'est pas tout à fait une grille de mise en œuvre. Hein. Vraiment, je veux insister là-dessus. Pour reprendre les mots du Conseil d'État, c'est qu'il est nécessaire de veiller dans la rédaction puis la mise en œuvre des lignes directrices de gestion à préserver la souplesse de ces instruments de gestion qui ne sauraient être conçus de manière prescriptive ni donner lieu à une application systématique et indéférenciée au risque justement d'avoir un résultat contraire à l'objectif du texte qui est celui de la souplesse, hein, et de mettre fin à la rigidité qui est parfois mise en avant et critiquée dans la fonction publique. Donc pas de caractère prescriptif et pas d'application systématique, c'est un cap, ce sont des critères, mais l'employeur pourra toujours et devra toujours se sentir libre de prendre une décision qui sera différente, qui fera exception à ces lignes directrices de gestion. Donc le mot d'ordre, c'est cap et souplesse. Et ces lignes, elles seront établies seulement par l'employeur public? Alors, les employeurs publics? Elles sont établies par les employeurs publics, hein, par les autorités détentrices du pouvoir de nomination, mais simplement, il faut le remettre dans un contexte. Hein. Et la loi de transformation de la fonction publique a rappelé, a mis en avant le principe de la participation des fonctionnaires, par l'intermédiaire de leurs délégués, donc de leurs représentants, à l'organisation et au fonctionnement de services publics, ligne dans le cadre de la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, à l'élaboration des textes statutaires, notamment avec le Conseil commun de la fonction publique, et à la définition des orientations en matière de politique ressources humaines et à l'examen des décisions individuelles. Donc, les représentants du personnel vont participer à l'élaboration des lignes directrices de gestion, hein, et l'article 26 du titre 4 le prévoit expressément. Ces lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité investie pour nomination après avis du comité social d'établissement, donc qui seront consultés sur ces lignes directrices de gestion et dans lesquelles on va donc fixer un certain nombre de décisions, le cap, les éléments qui vont être pris en œuvre dans la prise de décision individuelle des agents. Alors, c'est un travail en commun avec le CSE qu'on peut réaliser notamment par rapport aux données du rapport social unique qui est parallèlement mise en œuvre, dont je vous rappelle que le CSE sera informé et qui pourra faire l'objet d'un débat. D'ailleurs, la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion devra aussi faire l'objet d'un débat, mais ce n'est pas non plus de la négociation collective. Ce n'est pas un accord du type négociation collective. Pour ça, hein, vous le savez, dans la loi de transformation de la fonction publique, on a une partie sur une habilitation pour définir les éléments sur lesquels on va pouvoir faire de la négociation collective et qui pourront être mis en œuvre. On a le projet d'ordonnance qui commence à apparaître, mais ces lignes directrices de gestion, elles restent décidées par l'établissement. Ce n'est pas un accord. L'établissement, bien entendu en amont, enfin, vous savez comment ça se passe dans les relations avec les représentants syndicaux. Je vois mal un directeur d'établissement arriver à un CSE avec comme ordre du jour les lignes directrices de gestion et balancer les lignes directrices de gestion sans qu'il y ait eu de discussion informelle
en amont avec les représentants syndicaux. Non, mais par contre, ça reste le directeur qui va, avec son équipe bien sûr, rédiger ces lignes directrices de gestion et le comité social d'établissement donnera un avis, mais encore une fois, c'est l'employeur qui va décider. C'est très différent de la négociation collective où là, il faut que je trouve un terrain d'entente, un accord. Dans les faits, on s'entend que les représentants syndicaux, bien entendu, s'il y a des critères qu'ils estiment inadmissibles, bon, ils vont utiliser d'autres leviers comme les mouvements de grève, la communication, la distribution de tracts, bon, voilà. Mais sur le fond, on n'est pas sur de la négociation collective. Mais les CSE n'existent pas encore. En effet, vous avez raison, hein, les CSE, faut attendre les prochaines élections professionnelles. Hein, du coup, de manière temporaire, hein, c'est précisément prévu par la réglementation, on a le comité technique qui remplacera le CSE le temps qu'il y ait les élections et qu'il y ait installation des comités sociaux d'établissement. Alors, si je tente un premier résumé de ce que vous nous avez dit, ça veut dire que les employeurs vont définir, en les présentant aux organisations sociales représentatives du personnel, la prise en compte de l'impact RH des projets d'établissement, ce qu'on appelle stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, et vont définir également les critères de construction des tableaux d'avancement nommés orientation générale en matière de promotion et de valorisation des parcours, notamment pour l'avancement au choix. Bravo. Nathalie, vous avez tout compris, hein, c'est l'objectif général et c'est le contexte dans lequel s'inscrivent ces lignes directrices deux lignes directrices de gestion. Et du coup, ces lignes directrices de gestion rentreront en vigueur sous quel délai? Les lignes directrices de gestion vont entrer en vigueur au 1er janvier de l'année prochaine, plus particulièrement donc 2021, plus particulièrement pour les avancements, ça concernera les décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. Donc après, d'un établissement à l'autre, on a des calendriers très différents. Il y en a qui font leur avancement en avance, d'autres en après. Enfin, si par exemple j'ai une CAP qui, pour une raison ou pour une autre, se réunit en 2021 sur les conditions d'avancement au titre de l'année, donc des décisions prises au titre de l'année 2020, on sera dans les anciennes réglementations, donc avec passage en CAP. Par contre, toute décision individuelle prise au titre de l'année 2021, on aura l'application de ces lignes directrices de gestion qui seront pour le coup établies pour une période pluriannuelle, donc c'est plus d'un an, forcément, minimum 2 ans, dans la limite de 5 ans. On a eu un petit bug technique. Vous m'entendez? Moi, je vous entends, mais par contre, je crois qu'il n'y a plus personne. Si, c'est bon. Est-ce que tout le monde nous entend? Oui, bon, bah désolé, c'est les problématiques liées à l'informatique. Vous n'avez pas de chance, ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent, mais bon, le réseau étant ce qu'il est, c'est indépendant de notre volonté. Donc, ce que je disais, hein, c'était sur comment dire, la durée de ces lignes directrices de gestion. Donc, les lignes directrices de gestion, c'est pluriannuel, donc c'est minimum 2 ans. Ou pluri, c'est plusieurs, dont dans la limite de 5 ans. Est-ce que vous voyez bien dans la conversation, je vois, oui, c'est bon, vous voyez bien le PowerPoint aussi, hein, tout va bien? Oui, bon, super, merci. Donc, dans la limite de 5 ans, mais par contre, c'est pas parce que je fais des lignes directrices de gestion pour une durée de 5 ans que c'est figé dans le marbre. Il y a toujours la possibilité, en informant bien sûr les représentants du personnel, de
modifier ces lignes directrices de gestion en cours d'évolution si d'aventure il y a des situations exceptionnelles, notamment celles qu'on a pu connaître ces derniers temps. Est-ce que ces lignes directrices de gestion pourront être invoquées devant le juge? Alors, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que, en effet, ces lignes directrices de gestion pourront être invoquées devant le juge de deux manières. C'est là où ça peut être dangereux, notamment en ce qui concerne l'avancement. D'une part, l'agent il pourra dire, voilà, moi, je n'ai pas eu mon avancement, alors que je remplissais les critères qui ont été déterminés dans les lignes directrices de gestion, et j'aurais dû avoir cet avancement, on pourrait avoir aller devant le juge pour se prévaloir de ces grandes orientations. Mais ce qu'il peut faire aussi, c'est là où il faut faire très attention dans la rédaction, c'est de dire que les lignes directrices de gestion sont illégales. Soit on utilise des critères qui ne sont pas des critères prévus par la réglementation, soit carrément qu'on a des critères discriminatoires. Donc on a ces deux niveaux finalement de recours pour l'agent, sachant que l'administration aura quand même la possibilité, en cas de recours, si d'aventure il n'y a pas d'application stricte des orientations, de se prévaloir de sa capacité à s'écarter de ces lignes directrices de gestion en fonction des circonstances particulières. Vous avez des agents qui, pendant la pandémie de Covid, ont été candidats pour aller porter, aller aider des établissements en difficulté. C'est un critère qu'on pourrait rajouter et qui pourrait justifier des circonstances, une mise en œuvre différente de ces lignes directrices de gestion, tout en espérant que ce qu'on a connu il y a quelques mois se reproduise pas ou le moins fréquemment possible. Donc on n'est pas, encore une fois, enfermé. L'administration pourra justifier de la non-application de ces lignes directrices de gestion dans le cadre de son pouvoir d'appréciation au cas par cas. C'est ce qu'a dit plusieurs fois le Conseil d'État et ce qu'il a répété dans son avis du 21 mars 2019 sur la loi de transformation de la fonction publique. On définit des orientations, mais on préserve la souplesse de ces instruments de gestion. L'objectif, c'est le mot d'ordre, c'est quand même souplesse, adaptation. Donc, si elles sont invocables devant le juge, ça veut dire qu'elles sont communicables aux agents? Bien entendu, pour que les agents connaissent ces lignes directrices de gestion et de manière générale, dans un souci de transparence, il devra y avoir une mise en œuvre de l'accès à ces lignes directrices de gestion, soit par voie numérique, donc sur le site intranet ou internet de l'établissement, soit par tout moyen, un document accessible et autres. Bon, là, on est dans l'ère du numérique, donc c'est quand même assez adapté à la situation. Vraiment, là aussi, on est sur la transparence pour pas qu'il y ait d'opacité qui puisse conduire à des interprétations erronées de la raison pour laquelle on a eu telle ou telle décision. Est-ce que vous pourriez préciser les éléments de ces deux lignes directrices de gestion? Avec plaisir, Nathalie. On a donc deux lignes directrices de gestion. Premièrement, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Cette stratégie pluriannuelle de ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la politique des ressources humaines à travers, comme je le disais, quel est l'impact de l'évolution de l'établissement, de l'évolution des besoins de la population et des personnes patientes ou résidentes et des éventuelles politiques de fusion, de création d'établissements, de direction commune qui peuvent être mises en œuvre. Donc, on va réfléchir à tout ça. On fait de la GPMC, tout simplement. Simplement, on le formalise à travers ces lignes directrices de gestion.
Les orientations générales en matière d'avancement, de promotion, elles préciseront notamment les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle, de l'expérience professionnelle des agents. On le reverra, mais ça a depuis longtemps été le cas, mais ce qui fonde l'avancement d'un fonctionnaire, l'avancement de grade ou la promotion interne, c'est la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle. Et donc, ces lignes directrices de gestion-là, elles auront notamment pour objectif de définir